Il faut que toutes les agences de santé de France soient prêtes d'ici mars 2026 pour un engagement majeur, en clair, à une guerre. Un document du gouvernement a fuité qui demande aux hôpitaux donc de toute la France de se préparer à une guerre avant mars 2026. Le ministre de la Santé a demandé aux hôpitaux français de se préparer à la guerre d'ici mars 2026. Bon, et ben vous savez qu'on rentre en guerre au plus tard en mars 2026. En réalité, si l'Occident va jusqu'à chercher une troisième grande guerre tribale contre la Russie, c'est avant tout par peur existentielle, par terreur existentielle. L'Occident que l'on voit là est pris dans une dette colossale et une crise sociale profonde. Depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit. Et donc, au lieu de régler le problème, ils sont en train de chercher la guerre contre la Russie et ses alliés, parce que pour eux, c'est une solution pour prolonger leur hégémonie. Se dirige-t-on vers la troisième guerre mondiale? Les Européens sont en tout cas sur le pied de guerre. Je ne vais pas vous donner le détail ici. Et donc nous n'allons pas révéler le détail de notre organisation à la Russie. C'est une planification robuste avec des moyens dans toutes les capacités qui sont prêts à être déployés. Et c'est le cas pour les 26 États contributeurs qui ont déjà donné le détail. Mais pourquoi l'opinion de la Russie sur les troupes en Ukraine devrait-elle nous intéresser? C'est un pays souverain. Ce n'est pas elle qui décide. Je suis vraiment étonné. Comme Rome, qui a préféré détruire Carthage plutôt que de laisser Carthage prospérer, comme l'Allemagne du siècle dernier, qui a envahi l'URSS pour sauver son idéologie vacillante, l'Europe et les États-Unis pourraient préférer risquer la destruction plutôt que d'accepter une lente disparition. C'est un pari insensé, mais typique des empires en déclin. Quand la nation brûle, ils choisissent généralement de jeter l'essence plutôt que de voir une autre personne hériter de ça. Et Laura Pouget nous a rejoint car l'Europe prépare l'envoi des troupes. Bonjour Laura. Vous voyez comment quand c'est eux, ils sont en train de romancer la vérité, non? L'Europe prépare la guerre, mais ils disent que non, l'Europe prépare l'envoi de troupes en Ukraine. Les capitales européennes auraient désormais des plans assez précis pour un déploiement militaire en Ukraine après le conflit. Et c'est Ursula von der Leyen qui le dit avec des nouveaux éléments. La présidente de la Commission européenne effectue actuellement une tournée dans les pays de l'Est de l'Europe, proche de la Russie. Vous la voyez ici dimanche avec le Premier ministre polonais à la frontière avec la Biélorussie. À cette occasion, elle a accordé une interview à nos confrères britanniques du Financial Times et leur a donné cette information. Il existerait une feuille de route claire pour un déploiement de troupes multinationales en Ukraine avec le soutien des Américains. Selon quel plan, Laura? Le sait-on? Toujours lors de cette tournée, Ursula von der Leyen a pris la parole à plusieurs reprises, dévoilant un peu de l'architecture que pourrait prendre le soutien européen sur le territoire ukrainien. Écoutez, c'était hier à la frontière polonaise. La première ligne de défense en Ukraine est une armée ukrainienne forte. Je la compare souvent à un porc-épic d'acier, indigeste pour d'éventuels envahisseurs. C'est-à-dire qu'ils sont globalement en train de faire exactement ce pourquoi est-ce que la Russie a déclenché la guerre. La Russie ne veut pas des soldats de l'OTAN en Ukraine. Et ils disent qu'après la guerre, ils vont mettre les soldats de l'OTAN en Ukraine. Et ils s'attendent à ce que ça se passe bien. Ou alors, ça c'est ce qu'on croit. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est la guerre. On va comprendre pourquoi. La deuxième ligne de défense est un groupe multinational, la coalition des pays volontaires, avec le soutien des Américains. Et la troisième ligne de défense, la plus importante, est bien sûr notre propre dispositif de défense, sans oublier le travail sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Une fois de plus, exactement ce que la Russie refuse. Le point quand même qu'il est intéressant de noter là, c'est qu'elle a clairement avoué qu'ils ont le soutien des États-Unis. Mais des États-Unis, ici, on est en train de parler du Deep State, c'est-à-dire de l'État profond américain, ceux qui dirigent réellement les États-Unis et qui n'ont pas de mandat. Au Financial Times, Ursula von der Leyen a précisé que la Commission cherchait actuellement de nouvelles sources de financement pour fournir une aide durable à l'armée ukrainienne, aide qui pourrait être consacrée au salaire des soldats et à la fourniture de leurs équipements. Voilà pour la première ligne.
Et pour la deuxième ligne, Laura, quelles troupes européennes? C'est encore et toujours la question, Marie-Aline, sur laquelle nous avons le moins d'informations. Ce que l'on sait, c'est que ces troupes seraient dirigées par la France et le Royaume-Uni, les deux pays à l'origine de cette coalition des volontaires. Côté chiffres, le Financial Times évoque des dizaines de milliers de militaires sous commandement européen. Selon Politico, les autorités envisageraient un effectif compris entre 4 000 et 60 000 soldats. Sachant que le Royaume-Uni et la France ne pourraient envoyer chacun qu'environ 5 000 hommes, les garanties de sécurité visiblement promises par les Américains convaincront-elles d'autres pays de se joindre? Il s'agit pour l'instant d'une question sans réponse. Jeudi matin vient d'être confirmée la tenue d'une réunion de la coalition des volontaires depuis Paris et le Palais de l'Élysée. Elle sera coprésidée par le président français et le Premier ministre anglais en présence de Volodymyr Zelensky. Elle se fixe pour objectif de discuter de ces garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le reste de leur intervention n'est pas nécessaire en réalité. Que chacun vienne donner son avis en veux-tu en voilà sur leur propagande, ce n'est pas intéressant pour cette vidéo parce que le but n'est pas de débunker ce qu'ils vont dire mais de dire ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que les États européens sont actuellement en train de faire? Les indices laissent penser que l'Europe se prépare activement à une confrontation militaire contre la Russie, une confrontation directe. Et ça devient de plus en plus évident au fur et à mesure des informations qui sont révélées. Et la France n'arrive même plus à le cacher. Ils n'arrivent plus à cacher leur plan. La France organise désormais ses hôpitaux pour pouvoir accueillir un afflux massif de blessés militaires. Et même les médias finissent par le reconnaître que ces mesures sont directement liées à l'éventualité d'une guerre de grande ampleur, une troisième guerre tribale. Des documents divulgués et certaines décisions officielles permettent même d'identifier une échéance précise à laquelle l'Europe s'attend à voir le conflit éclater, parce qu'ils ont une date. Le journal français Le Canard enchaîné a révélé que le ministre de la Santé, sous la direction de Catherine Vautrin, a transmis des consignes claires aux hôpitaux. Se préparer à recevoir un nombre considérable de patients, en particulier des soldats blessés. Il est dit ceci. Sur ordre de Catherine Vautrin, les établissements hospitaliers doivent être prêts à traiter des milliers de militaires touchés par un conflit de grande envergure sur le continent européen. Nous avons mis la main sur des documents internes qui recommandent aux agences régionales de la santé d'entraîner le personnel médical à gérer un possible conflit majeur. C'est ce qu'indique le Canard enchaîné. Voici l'article en question ici. Le ministère de la Santé mobilise les hôpitaux pour la guerre. Ça date du 26 août 2025. Et le premier paragraphe, c'est « Macron plaide pour la fin de la guerre en Ukraine ». Mais est-ce qu'il y croit vraiment? Son gouvernement, en tout cas, s'arme pour un conflit généralisé. Juste au cas où, bien sûr. Bien évidemment. Le Canard a mis la palme sur une instruction du ministère de la Santé adressée au directeur des agences régionales de la santé le 18 juillet. Tous sont invités à se préparer d'ici mars 2026 pour un possible engagement majeur. Comprendre la guerre, garde à vous. On comprend que la pièce maîtresse de ces révélations est une directive qui date du 18 juillet 2025, comme on a découvert. Et le texte fixe clairement l'échéance au mois de mars 2026. Pour que tout le dispositif pour la guerre soit opérationnel. En réalité, cette instruction répond à une demande du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, structure dépendant directement du gouvernement français. Elle prévoit la création de centres d'accueil pour les blessés évacués depuis des zones de combat. Ces centres devront impérativement être installés à proximité d'une gare, d'un port ou d'un aéroport, afin de faciliter le rapatriement de soldats étrangers vers leur pays d'origine. La logique profonde et cachée de tout ça saute aux yeux. La France envisage son territoire comme étant une base arrière sécurisée où pourront être traités les combattants étrangers généralement, qui seront engagés sur un autre front européen. En clair, Paris est en train de se préparer en silence à une guerre contre la Russie, tout en laissant l'essentiel du poids militaire reposer sur d'autres armées du continent européen, probablement la Pologne d'ailleurs, qui est en train de bâtir actuellement la plus grande force militaire de l'Union européenne. Peut-être que ce sont les Polonais qui iront trinquer cette fois-ci. Interpellée sur cette suite d'informations, la ministre Catherine Vautrin a tenté de minimiser l'affaire, affirmant que ces mesures relèvent en fait d'une simple planification au même titre que la construction de stocks stratégiques ou alors de protocoles sanitaires face à une épidémie. Je n'étais pas encore ministre lors de la crise du Covid.
Et à l'époque, tout le monde critiquait notre manque de préparation. Il est donc normal que la France anticipe les risques et se prépare aux répercussions possibles. Ça, c'est ce qu'elle a dit pour justifier sans trembler de cette décision. En vérité, écrit Le Figaro, le plan est clair. La France se prépare à devenir une base arrière pour soigner des vagues de soldats blessés, qu'ils soient français ou alors étrangers. Dans le cadre d'une coalition de volontaires européens, comme on a entendu Ursula von der Leyen, qui veut soutenir militairement l'Ukraine, ces révélations posent de lourdes questions. La circulaire dévoilée par le Canard enchaîné montre une coopération entre la Direction générale de la santé et les services de santé des armées. Officiellement, ils ont parlé d'anticiper et de préparer le système médical pour répondre aux besoins de la population, tout en tenant compte des exigences militaires. Pourquoi? Parce qu'en clair, les hôpitaux civils vont désormais être prêts à accueillir des soldats blessés en masse. Le ministère l'a dit sans détour. Parmi les scénarios possibles, il y a celui d'une guerre majeure avec un afflux massif de victimes venues de l'étranger. Et ils poursuivent en disant « Notre système de santé doit donc être capable de traiter des militaires dans des hôpitaux civils ». Catherine Bernard, la directrice du Centre de médecine de catastrophe, a même reconnu que le plan est travaillé depuis 1 à 2 ans déjà. Donc c'est en préparation. Elle tente de banaliser en disant « Nous nous préparons à toutes sortes d'évolutions, y compris la guerre ». Cela ne veut pas dire que la France sera attaquée, mais nous devons soigner les blessés français et alliés. Là, vous voyez qu'elle n'envisage pas le fait que la France soit attaquée, mais elle n'exclut pas, elle n'a même pas mentionné le fait que c'est la France qui peut attaquer avec ses alliés. Et quand ils vont attaquer, ils vont être sévèrement blessés, on va devoir les ramener. C'est ça, non? Derrière ce discours, une évidence s'impose. Les hôpitaux militaires seuls ne suffisent pas. Et les hôpitaux civils vont devoir prendre le relais. Et ce n'est pas tout, parce que on apprend aussi que le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale française a déjà préparé un guide pour toute la population le guide intitulé « Pour tous les risques de la vie ». Sur le papier, il parle d'accidents industriels, de catastrophes climatiques ou alors de cyberattaques. Mais au bout de la liste, le vrai sujet apparaît, la guerre. Il l'a souligné, la guerre. Qui peut sérieusement croire que la capitale, Paris, se prépare à un tremblement de terre ou alors qu'une ville comme Marseille se prépare à un ouragan? Personne. Ce sont des excuses. Ce qui se prépare va bien plus loin qu'un simple excès de prudence. Parce que les mesures françaises s'inscrivent dans une dynamique générale. Partout en Europe actuellement, comme on l'a entendu dans le reportage, les gouvernements multiplient les préparatifs militaires. Et il n'y a qu'une conclusion possible. L'Europe se prépare à la guerre. C'est la seule conclusion qui est possible là. Se dirige-t-on vers la 3e guerre mondiale? Les Européens sont en tout cas sur le pied de guerre. Une fois la paix obtenue entre la Russie et l'Ukraine, ils se disent prêts à offrir des garanties de sécurité à Kiev. Mais comment se traduisent ces garanties de sécurité? Eh bien, par l'envoi de troupes militaires en Ukraine, au sol, en mer et dans les airs. 26 pays sur les 35 que compose la coalition des volontaires y sont favorables. Dit Emmanuel Macron. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres ont encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. Combien d'hommes? Quelles troupes? Issues de quel pays? Emmanuel Macron refuse de donner plus d'avantages, de détails à son adversaire. On écoute à nouveau le président français. Je ne vais pas vous donner le détail ici, parce que nous n'avons aucune volonté de nous découvrir. Ce qui est important, c'est que dans le format, et nous ne l'avons même pas partagé entre nous tout à l'heure, nous l'avions tous sous les yeux, parce que nos chefs d'état-major, nos ministres de la Défense, dans des formats très sécurisés l'ont fait. Pourquoi ? Parce que c'est notre ligne de défense aujourd'hui et celle de l'Ukraine. Et donc nous n'allons pas révéler le détail de notre organisation à la Russie. Demandez plutôt à M. Poutine les troupes qu'il est en train de masser à la frontière ou ce qu'il est en train de mobiliser. Donc je ne vous donnerai pas le détail. Ce qui est important, c'est que nos chefs d'état-major l'ont échangé leurs coordonnées et que nous avons cette planification. Donc elle est là, et ça n'est pas juste une pétition de principe, c'est une planification robuste avec des moyens dans toutes les capacités qui sont prêts à être déployés. Et c'est le cas pour les 26 États contributeurs qui ont déjà donné le détail.
Pas sûr que cette proposition d'envoyer des troupes militaires en Ukraine arrive à convaincre la Russie de conclure un quelconque cessez-le-feu, un quelconque accord de paix. La présence de troupes étrangères en Ukraine est absolument inenvisageable, dit le Kremlin. Ce ne sont pas des garanties de sécurité pour l'Ukraine, ce sont des garanties d'insécurité pour le continent européen. Ils cherchent à conserver l'Ukraine comme une tête de pont pour la terreur et les provocations contre notre pays. La Russie ne discutera d'aucune intervention étrangère en Ukraine, sous quelque forme ou format que ce soit, car elle est fondamentalement inacceptable et compromet toute sécurité. Après cette réunion de la coalition des volontaires à Paris, les chefs d'État présents, aux côtés de Volodymyr Zelensky et d'Emmanuel Macron, ont discuté avec Donald Trump par visioconférence pendant 1h30. Ce qu'on a appris de ces échanges, c'est que les États-Unis seraient prêts à servir de filet de sécurité aux Européens dans leur bataille face à la Russie, un soutien qui a son prix. Donald Trump ne s'est toujours pas exprimé au sujet de cette conversation avec les dirigeants européens sur la situation en Ukraine, lui qui a toujours refusé de faire des États-Unis un belligérant dans le conflit en Ukraine ou d'envoyer des troupes américaines sur le sol ukrainien. On attend des clarifications publiques de Washington parce que ce que l'on entend de la part des dirigeants européens, c'est que la donne aurait peut-être changé et que Donald Trump serait prêt finalement à aller plus loin. Pourriez-vous expliquer plus en détail pourquoi vous soulignez cette importance alors que la Russie affirme clairement qu'elle n'acceptera aucune troupe de l'OTAN sur le territoire ukrainien dans un avenir proche ? Mais pourquoi l'opinion de la Russie sur les troupes en Ukraine devrait-elle nous intéresser? C'est un pays souverain. Ce n'est pas elle qui décide. Je suis vraiment étonné. Tout comme la France, il y a aussi la Pologne qui prévoit d'envoyer à tous ses citoyens un guide en cas de guerre d'ici 2026. Est-ce que c'est un hasard? Et ce n'est même pas un cas isolé. Hein. La Suède et la Finlande l'ont déjà fait en 2024. Et donc là, ils essaient de nous faire croire que c'est une coïncidence. Tous y pensent au même moment. En parallèle, on a des préparatifs massifs qui se multiplient. Pour la première fois depuis des décennies, le port de Rotterdam se prépare à recevoir de grandes garnisons militaires. Et on n'avait plus vu ça depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Mais cette fois, la différence est énorme parce qu'il y a beaucoup plus d'équipements militaires qui arrivent. On parle là de quais entiers réservés spécialement pour l'armée. Rotterdam va travailler main dans la main avec le port d'Anvers en Belgique. L'objectif, que tout soit prêt pour 2026. L'Allemagne, de son côté, fidèle à son rôle d'arsenal de l'Europe, s'active aussi. Rheinmetall a ouvert une gigantesque usine de munitions, la plus grande du continent. C'est une information qui est passée vraiment rapidement. Elle doit atteindre sa pleine capacité en 2027. 350 000 obus produits par an dès 2026. Le groupe prévoit aussi d'assembler des systèmes d'artillerie à réaction. Donc, la guerre arrive à grands pas. C'est littéralement ça qu'ils sont en train de dire. Parce qu'à cela s'ajoute une nouvelle usine à Veth, près de la frontière néerlandaise, pour pouvoir fabriquer des fuselages de chasseurs F-35. Et elle ne s'arrête pas là. Parce que à chaque fois qu'on en apprend plus. On parle de production de munitions en Bulgarie, de construction d'une poudrière, une nouvelle usine en Lituanie et même des discussions avec la Lettonie pour qu'ils s'activent aussi dans la fabrication de leur artillerie militaire. L'Europe se transforme donc en fabrique de guerre, en fabrique d'armes. En même temps, l'OTAN installe un quartier général près de la Russie, en Finlande, à Mikkeli. Les premiers officiers ont pris leur poste le 1er septembre, une date symbolique, le jour même où la seconde guerre tribale avait commencé. Mais ce détail ne choque personne en Occident. C'est normal. N'oublions pas que les symboles comptent. N'oublions pas que les schémas se répètent. N'oublions pas que c'est même une manière de communiquer. Face à cette escalade, Poutine a donc rappelé tout simplement que la Russie n'a jamais eu l'intention d'attaquer qui que ce soit. Pourtant, absolument tout montre que l'OTAN se prépare bel et bien à une guerre offensive. Les pays baltes, eux, lancent un système de navigation militaire pour soi-disant contrer les brouilleurs russes. D'ici la fin 2026, toute la région serait équipée, comme l'a souligné l'ambassadeur russe à Stockholm. Il s'agit d'une militarisation pure et simple pour limiter les capacités russes. Moscou promet donc de répondre. Et avec violence. La violence que la Russie va recevoir est la violence qu'ils vont rendre, sans commune mesure. Au milieu de tout ça, la Pologne sombre dans une véritable folie militaire. Varsovie prévoit de consacrer 200 milliards de zlotys,
sa monnaie, à son armée l'an prochain, soit 4,8% de son produit intérieur brut. Un chiffre monstrueux, c'est-à-dire infâme. L'armée polonaise compte passer de 206 000 soldats à plus de 500 000 hommes. On parle d'une armée doublée en quelques années et qui, selon toute logique, sera envoyée sur le front avant que les blessés ne soient rapatriés massivement aussi dans les hôpitaux français. Là, on parle de ceux qui vont réussir à survivre. Comme dit un vieux dicton, voir Paris et mourir. Tu vois Paris, tu meurs. Dans ce cas de figure de la guerre, vu que Paris, c'est simplement le centre hospitalier désormais. En réalité, si l'Occident va jusqu'à chercher une troisième grande guerre tribale contre la Russie, c'est avant tout par peur existentielle, par terreur existentielle. Depuis la fin de l'URSS, l'Europe et les États-Unis vivent dans le confort de leur hégémonie. Le dollar contrôle le commerce mondial, l'OTAN dicte la sécurité mondiale et leurs institutions financières imposent les règles financières. Les règles sociétales même, parce que oui, ils mettent la pression sur l'économie des pays pour qu'ils modifient leur société. Mais aujourd'hui, la Russie avec la Chine à ses côtés menace directement cet ordre. Pour les Occidentaux, c'est comme un roi vieillissant qui voit avancer un jeune guerrier prêt à lui arracher sa couronne et trancher sa tête. Il sait qu'il n'a plus d'autre choix. C'est soit se battre, soit il perd son trône. Derrière cette peur, il y a aussi des intérêts très concrets. L'Europe dépendait massivement du gaz et du pétrole russe. La guerre en Ukraine a déjà brisé ce lien, poussant l'Europe dans les bras des Américains pour acheter leur gaz beaucoup plus cher, évidemment. C'est une stratégie classique, couper la corde qui relie ton adversaire à ton allié potentiel. De plus, la Russie est un coffre-fort de richesses naturelles. Pétrole, métaux rares, céréales et j'en passe. Pour l'Occident, c'est comme un grenier débordant qu'ils ne peuvent atteindre que seulement en écartant le propriétaire de tout ça. Il ne faut pas oublier non plus le rôle du complexe militaro-industriel. Les grandes entreprises d'armement en Occident ne prospèrent que lorsqu'il y a un ennemi clair. Sans la menace russe, il serait impossible de justifier des milliards de budget militaire. C'est la même logique qu'un médecin qui vit du fait que vous soyez malade. Il a besoin que la guerre continue pour que la machine économique de son entreprise ou de son secteur d'activité tourne. À cela s'ajoute une dimension géopolitique, c'est-à-dire empêcher la naissance d'un bloc eurasien. Si l'Europe, la Russie et la Chine s'unissent, ce serait un géant économique et technologique beaucoup plus fort et je dirais même infiniment plus fort que les États-Unis. Washington agit donc comme un stratège qui préfère détruire le pont plutôt que de voir ses ennemis le traverser. C'est pour cela que le Deep State américain pousse l'Europe à se couper définitivement de la Russie, même au prix de son propre déclin. Enfin, on a une dimension psychologique et civilisationnelle. L'Occident voit la Russie comme un frère rebelle, européen, chrétien, blanc, mais qui refuse de se plier. C'est insupportable parce que ça brise le mythe de la supériorité occidentale. L'Occident ne supporte pas l'idée qu'on lui dise non. C'est un peu comme une famille noble où il y a un fils qui refuse d'obéir aux règles et il décide de construire sa propre dynastie. Pour les anciens de la famille noble, c'est une trahison plus grave que l'opposition d'un étranger. Donc si on doit comprendre, c'est que l'Occident joue le tout pour le tout là. Comme Rome, qui a préféré détruire Carthage plutôt que de laisser Carthage prospérer, comme l'Allemagne du siècle dernier, qui a envahi l'URSS pour sauver son idéologie vacillante, l'Europe et les États-Unis pourraient préférer risquer la destruction plutôt que d'accepter une lente disparition. C'est un pari insensé, mais typique des empires en déclin. Quand la nation brûle, ils choisissent généralement de jeter l'essence plutôt que de voir une autre personne hériter de ça. L'Empire byzantin, il avait été affaibli et isolé. Il aurait très bien pu chercher une alliance durable avec les puissances voisines. Mais ses élites étaient divisées, donc ils ont hésité jusqu'au bout parce qu'ils étaient divisés. Ils n'ont pas pu avoir un consensus, s'accorder. Résultat, Constantinople est tombé en 1453 face aux Ottomans. Ici, la leçon est différente. Ce cas de figure, c'est quand un empire refuse d'admettre qu'il est en déclin et reste figé dans ses querelles internes. Il finit toujours écrasé. L'Europe d'aujourd'hui ressemble étrangement à Byzance, paralysée, dépendante de l'Amérique et incapable de bâtir une vraie stratégie autonome. Au XIXe siècle, la Grande-Bretagne dominait le monde. Mais dès que l'Allemagne a émergé comme puissance industrielle et navale, Londres a choisi la confrontation plutôt que l'adaptation. C'est un réflexe chez eux. C'est ce qui a conduit à la première guerre tribale. Et après 1945, épuisée par deux guerres tribales, deux grosses guerres tribales, la Grande-Bretagne a dû céder sa place
aux États-Unis. Ils se sont dit, bon, c'est au moins des anglo-saxons. Voilà. Sinon, ils allaient aussi entamer la guerre, hein. Ne doutez pas. Là encore, on retrouve le schéma. Plutôt que d'accepter la montée d'un rival, l'Empire préfère provoquer un conflit qui l'affaiblit encore plus. Et on va aussi voir le même schéma avec celui qui a causé le déclin de la Grande-Bretagne. Je parle de l'Allemagne de 1935. C'était un pays économiquement très fragilisé par la crise et le traité de Versailles. C'est comme ça que l'Allemagne choisit de se lancer dans une guerre totale pour pouvoir sauver son système, renverser la tendance. Ça a été littéralement une fuite en avant qui a mené à sa destruction. De la même manière, l'Occident d'aujourd'hui, l'Occident contemporain, l'Occident que l'on voit là, est pris dans une dette colossale et une crise sociale profonde. Et donc, au lieu de régler le problème, ils sont en train de chercher la guerre contre la Russie et ses alliés, parce que pour eux, c'est une solution pour prolonger leur hégémonie. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2 000 milliards d'euros. 1 000 milliards entre 2005 et 2015 et 1 000 milliards entre 2015 et 2025. Depuis 20 ans, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit. Les empires en déclin refusent rarement de céder leur place pacifiquement, surtout quand les personnes qui gèrent ces empires, ce sont les Caucasiens. Les options sont généralement très limitées. Soit ils détruisent leur rival, soit ils s'effondrent par aveuglement, comme l'Empire byzantin, soit ils s'auto-éliminent dans une fuite en avant, comme l'Allemagne du siècle précédent, ou encore la Grande-Bretagne quelques années avant. L'Occident d'aujourd'hui est pris dans cette logique, exactement la même logique. Il n'y a rien de différent, ce sont les héritiers des mêmes gens, des mêmes erreurs. En voyant la Russie et la Chine imposer un monde multipolaire, ils préfèrent risquer le chaos global plutôt que d'accepter une transition ordonnée. Parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils marchent. C'est leur paradigme, c'est leur mode de fonctionnement. Ils préfèrent tout brûler. Et le pire dans ça, c'est que ce sont eux qui vont donner des leçons aux autres. Il y a des personnes qui ont commenté là en disant qu'ils envoient leur fils en premier à la guerre. Moi, je propose que les gens qui poussent à la guerre y aillent, qu'ils suivent leurs chefs légitimes respectifs. Et il dit, je suis sûr qu'on peut rapidement mobiliser environ 35 000 soldats, c'est-à-dire 650 le nombre de députés, 800 le nombre de lords, de seigneurs dans la Grande-Bretagne, 570 le nombre de députés cette fois-ci en France précisément, 348 le nombre de sénateurs en France et maintenant le personnel de la Commission européenne. Tout le personnel de la Commission européenne, ça fait 32 000 personnes. Voilà. Avec ça, on a 35 000 soldats et ils peuvent aller à la guerre. Je suis d'accord. Ceux qui poussent à la guerre sont ceux qui devraient aller faire la guerre. Ce ne sont pas les hôpitaux qui doivent se préparer, mais les pompes funèbres. Parce qu'effectivement, il y aurait une hécatombe. Est-ce que vous pensez sérieusement, et ça c'est la question de feu, j'attends votre réponse en commentaire, que l'Union européenne ou que l'OTAN est capable de vaincre le duo Russie-Chine? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que l'OTAN est capable de vaincre le duo Russie-Chine? On se dit donc dans une prochaine vidéo.